Vous remontez après des jambes vers le poitrail, une tête bien marquée à gauche avec une encolure courbe plutôt large, le dos, la croupe et un petit trait pour marquer le départ des jambes arrière ici. Donc je fais un simple report sur la paroi. Donc on repart des jambes avant, donc bien cachées pour nous. On remonte vers le poitrail, la tête, l'encolure, le dos, la croupe et un tout petit trait là-bas marqué pour justement les jambes arrière. On voit également un tout petit peu la crinière dessus. Vous avez le dos qui suit, plus marqué l'arrière-train, parce que placé ce ventre sur une paroi déjà bien ronde et en volume, et on voit un peu les jambes avant qui se profilent. Et ce cheval est quasiment le plus net parmi d'autres peintures rouges qui prennent place partout dessous, sur lesquelles en revanche j'insisterai pas davantage. Là il ne manque pas des doigts, hein. Il y en a un petit peu trop. Voilà, on en a bien 6. On a ici 2 pouces qui se placent côte à droite. C'est pas unique en soi, ça peut s'expliquer, ça on va dire simplement, par le fait possible que l'homme ait pu peindre ses 2 mains ensemble. Ou bien les mains seraient côte à côte, on aurait pu garder que le pouce à la main droite. Ou encore des mains que l'on peut superposer, ici avec des pouces un petit peu écartés, quand la couleur a donc été soufflée dessus. Cette visite ici, hein, que j'espère vous aura été agréable. Nadia, bonjour. Bonjour. Alors, guide de la grotte des merveilles. Cette grotte des merveilles, elle renferme donc des peintures préhistoriques. Tout à fait. Assez dépouillées, avec une technique un peu différente que celle qu'on trouve en Dordogne, c'est ça? Voilà, la majorité des peintures qu'on a ici quand même sont des peintures déjà pour beaucoup, même toutes ici faites au bioxyde de manganèse, hormis quelques peintures donc à l'oxyde de fer, hein, qui sont un peu distantes à cette cavité-là. Dans des peintures en effet techniquement faites au soufflage, donc sûrement la coloration une fois en bouche est directement soufflée donc, sur les parois. Techniquement aussi l'usage sûrement de la sarbacane, un petit bout d'os creux de bois très fin pour également pulvériser techniquement les peintures, donc les colorations de manière très précise on va dire. Mais ça reste quand même des peintures qui restent dans l'élaboration relativement sobre. On a des peintures en Périgord en effet techniquement plus élaborées avec un doigté sûrement fait pour beaucoup. Au niveau du pinceau, le doigté forcément n'est pas le même dans la technique du dessin. Là la technique de soufflage rend des peintures en effet techniquement on va dire moins visibles dans le dessin qu'on a sous les yeux. Hein. En tout cas ici on a plutôt des chevaux figurés dans la majorité. Mais en effet des fois par rapport au relief également des parois, hein, beaucoup de creux de bosses qui s'altèrent au fur et à mesure. Il faut quand même dans le soufflage remplir le creusement de la paroi, ce qui prend quand même beaucoup de temps au niveau des figurations que l'on a. Hein. Et en même temps donc une élaboration qui sera moins précise sur la finalité de l'œuvre hein, quand même. Oui, alors il y a un grand cheval, effectivement il n'est pas évident à voir. Pas du tout, parce que déjà le point de vue pour nous n'est pas idéal dans cette partie de la visite. Qu'est-ce que vous pensez que c'était là un travail inachevé ou... Peut-être pas inachevé, parce qu'aujourd'hui quand on voit le cheval avec le point de vue qui se pose le mieux, c'est-à-dire en face de la peinture, ou même quand on est placé idéalement sous la peinture qui est dans cette grotte pour ce grand cheval, la partie qui n'est pas peinte quelque part fait, je vais dire naturellement, office du corps du cheval. L'homme on imaginerait aurait plutôt seulement placé les contours en noir, donc en coloration. Le reste, on va dire, c'est la paroi naturellement qui le fait de manière évidente. Donc l'homme en effet choisit bien les parties à colorer hein, et le reste en effet l'altération de la paroi par le relief même suppose de l'animal dans sa finalité essentiellement. Alors, au niveau des civilisations, on dit 25 000, c'est quoi, périgordien, aurignacien final? On est plutôt à ce niveau-là, on va dire, il y a plusieurs datations, on a évoqué un petit peu l'aurignacien, oui. Souvent la chronologie elle a peu changé quand même dans le temps on va dire, mais en effet on se base plutôt quand même sur de l'aurignacien à ce niveau-là quand même. Par contre pas d'industrie autour, on n'a rien retrouvé. Non, au niveau des fouilles, hélas en effet aucune trace archéologique au niveau de l'industrie lithique, donc pas de pierres taillées. Ossements également pas trouvé ici, hein, ni animaux, ni humains quoi qu'il en soit. Hein. Donc en effet des manques aussi pour nous de preuves archéologiquement parlantes qui pourraient mieux nous renseigner aussi sur l'occupation de la grotte à la préhistoire et quelque part aussi qui pouvaient prouver autrement un lieu de culte plutôt qu'un lieu d'habitation en effet pour cette époque. Comment elle se situe par rapport aux autres sites préhistoriques du Lot? C'est-à-dire elle a des particularités par rapport à Cougnac, par rapport à Pechmerle. Déjà, elle est beaucoup plus petite. Hein. C'est une des grottes du Lot, en effet, qui est la plus petite au niveau de l'accès, donc de la salle elle-même. Là, vous nous avez tout montré. Il n'y a pas de continuité. C'est une vue globale, en effet, de la cavité. Il n'y a pas d'ouverture au-delà. Il y en avait sûrement à l'origine, mais qui ont depuis longtemps disparu, être formés par le temps. Donc, pas de galerie au-delà de celle-ci, sauf en tout cas souterrain, donc fermée, hein, certainement. Donc, une grotte aussi par rapport aux autres du Lot qui se différencient par des peintures peut-être de taille plus petite. Hein. Cougnac a des peintures aussi plutôt en quantité rouge et techniquement plus visible aussi à l'œil. Pechmerle forcément c'est quand même
le must, on va dire, sur le département du Lot, avec des peintures absolument fabuleuses, c'est certain. Mais après, voilà, hein, c'est peut-être pas les mêmes personnes également qui ont pu faire ces peintures à cette époque-là, en toute logique aussi, peut-être, même s'il y a quelques comparaisons qui peuvent se rapprocher entre elles. Mais en effet, on est dans la même époque, en effet, de l'occupation, mais en effet, sur des déplacements de population qui sont peut-être pas les mêmes, en effet. Comment on explique qu'il y a quand même beaucoup moins de sites dans le Lot, alors qu'on est à grande proximité de la Dordogne? Ouais. Difficile à dire, on n'a peut-être pas encore tout retrouvé, hein, très simplement. On a beaucoup dans l'entour de Rocamadour, en effet, on a relevé quand même beaucoup d'occupations de la préhistoire, avec quelques découvertes d'Abri-sur-Roche, donc également qui ont livré du mobilier à cette époque-là quand même. Après, on n'est peut-être pas forcément passé par là très fréquemment, mais je pense qu'on a encore beaucoup de grottes à retrouver, hein, malgré tout. Le hasard souvent fait bien les choses. Hein. La vallée de l'Azou se prête bien, elle est dans la même configuration que la vallée. On a eu une occupation sur la vallée, il y a même aux alentours du côte de Rocamadour, tout à fait. Hein. En tant que grotte, forcément, il n'y en a pas beaucoup. Alors pourquoi hein? Je vous dis, on n'a peut-être pas encore tout trouvé. Hein. On peut encore faire découvertes hasardeuses dans le futur, hein, essentiellement, hein, tout à fait. Au revoir, merci Nadia, merci. Avec plaisir. Alors Mani, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'heureuse propriétaire de la Grotte des Merveilles. Oui. Alors c'est une histoire de famille. Tout à fait. Racontez-nous. Voilà, eh bien mon grand-père maternel a découvert la grotte avec à l'époque ma maman qui avait 16 ans. Voilà. Ça s'est passé comment hein? Ça s'est passé un coin du jardin où il y avait de nombreuses pierres et un jour en vidant une brouette de pierres, ça s'est effondré. Voilà. Alors à l'époque ça n'avait pas de temps, c'était exactement... le 16 octobre 1920. Oui, ah si c'est vrai que la préhistoire avait déjà un intérêt pour beaucoup. Oui, pour ici dans la région, déjà on avait repéré certaines cavités avec quelques fresques. Alors qu'est-ce qui s'est passé juste après la découverte? Eh bien, là, après la découverte, l'année suivante, en 1921, la grotte a été ouverte au public. Et elle a été classée monument historique en 1925, suite à la découverte des peintures en 1922. Alors, qui a découvert les peintures? Alors, qui a découvert les peintures? C'est à l'époque un ami intime de mon grand-père, qui était M. Niederlander, et ensuite l'abbé Lemosy, qui s'est occupé aussi des grottes de Pechmerle. D'accord, qui était un préhistorien, donc local. Voilà. L'abbé Breuil n'est jamais passé ici? L'abbé Breuil est passé ici. Ah oui, oui. Mais c'est Péroni qui est venu et qui a fait que les peintures, que la grotte a été classée monument historique en 1925. Bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu d'autres campagnes de fouilles? Il y a eu des campagnes de fouilles, donc avec après l'or blanchi. Mais plusieurs préhistoriens sont venus, Vialot, Leroy-Gourand, et les dernières, la personne qui s'occupe de nos peintures, on va dire, hein, c'est M. Laure Blanchet, attaché au CNRS. Comment les préhistoriens la situent par rapport à d'autres grottes Eh bien, nos peintures sont les plus anciennes du Quercy. Oui. On dépasse 25 000 ans pour une peinture. Et par rapport, alors je parle là plutôt des phénomènes géologiques par rapport aux autres grottes du Lot, qu'est-ce qu'elle a comme différence par exemple? Nous, c'est une grotte de surface. Hein, voilà, on descend au plus profond à 10 mètres sous terre. Et elle est pas, on va pas très loin. On va pas très loin, hein, c'est pas très profond. On a très peu d'épaisseur de voûte, puisqu'à un endroit, on a seulement à peine 1 mètre d'épaisseur de voûte. Et votre guide disait qu'on n'a pas vraiment de traces d'occupation préhistorique. Hein. Non, pas de traces d'occupation préhistorique. C'est-à-dire que dans cette grotte, il y a eu des travaux, et des travaux qui n'ont pas été surveillés. À l'époque, en 1947, il y a eu des travaux, donc l'entrée de la grotte, où il y a des marches maintenant. Cette grotte, les gens n'ont pas surveillé. Vous avez pu apercevoir que des peintures ont été détériorées par des coups de pioche. Ah, dramatique. Dramatique. Bon. Donc Monique, vous me disiez effectivement que votre grotte recelait les illustrations les plus anciennes du Lot, hein, c'est ça? Et que finalement vous aimeriez bien que ce patrimoine soit un peu plus reconnu. Un peu plus reconnu. Alors sous quelle forme? Eh bien, déjà, je ne sais pas, peut-être une information différente au niveau du Lot, du comité départemental du tourisme, hein, puisque voilà. Et puis une signalisation. Je veux dire. Alors justement, puisqu'on parlait de ça, Rocamadour est quand même
célèbre mondialement. Qu'est-ce qu'il en est actuellement au niveau du tourisme? Est-ce que vous êtes satisfaite maintenant ou est-ce qu'il y a une baisse dans le tourisme? Il y a une baisse dans le tourisme. Il y a une baisse? Oui, une baisse, oui. Il faut dire que là, en ce moment... Oui. Et ça viendrait de quoi? Du contexte ou d'une lassitude des lieux? Non, le contexte. D'accord. Nous avons toujours des gens qui reviennent d'année en année, qui nous amènent des amis, de la famille. On a vraiment beaucoup de touristes qui reviennent, en particulier de la région parisienne. Merci de votre accueil, merci.